Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre épisode de The Trick Play consacré au preview de la saison 2025. Et aujourd'hui, on va parler d'un des favoris pour le titre, j'ai nommé les Longhorns de Texas. Comme vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, on est sur la fin des previews, récap de la saison 2024, mouvement de la off-season, review d'effectifs et pronostic. Je serai tout seul, alors que effectivement c'est un contender, mais malheureusement avec tout ce qui est calendrier, etc., on n'a pas forcément pu se coordonner pour cette preview de Texas. Donc ça sera uniquement moi. Et moi, c'est une saison de Texas que j'ai plutôt appréciée. C'est une première saison en sec après avoir détruit le college football en quittant la Big 12, évidemment. Texas arrive jusqu'en SEC Championship Game après une saison régulière en 11-1 avec seulement une défaite contre Georgia en plein milieu de saison. C'est mine de rien une très belle année dans la conférence la plus relevée du pays. Tu bats 4 équipes qui étaient rank dans le top 25. Mais bon, dedans, c'est un mauvais Michigan en week 2, un Oklahoma qui est très moyen, un Vanderbilt qui est classé pour la première fois en plus de 10 ans. Et voilà, finalement, tu as Texas A&M qui est le seul vrai match de classé, qui était un match en plus de rivalité pour une place en SEC Championship Game, mais tu l'as quand même gagné. Tu as eu un calendrier qui était plutôt simple. Tu n'as perdu qu'une seule fois, tu as terminé la saison en 11-1, je l'ai dit, tu as perdu contre Georgia, et tu repères contre Georgia en finale de SEC contre les Bulldogs en overtime. Donc ça va, c'est pas si mal. Tu perds de 3 points, il me semble, en overtime. Donc avec ça, les Longhorns arrivent en playoff contre Clemson, qui battent assez facilement. Ils galèrent contre Arizona State et ils gagnent en overtime. Bon voilà, c'était un match qui était, je me suis dit qu'ils allaient gagner facilement. Puis Arizona State revient, il y a un field goal qui est manqué de la gagne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a Brett Auburn, le kicker, qui manque le field goal de la gagne. Ensuite, ça va en overtime. Et en overtime, tu dis, ah, ça y est, ils vont gagner. Et puis, ils se retrouvent à, à revenir des enfers et à finalement gagner le match contre Arizona State en quart de finale. Et puis, finalement, voilà, ils perdent en demi-finale contre Ohio State dans un match où ils n'ont pas réellement existé. C'est Ohio State qui a vraiment dominé. Mais voilà, au final, je pense qu'on peut dire que c'était une très bonne saison, même si l'attente, c'était de gagner le championnat universitaire. Il n'y a qu'une seule équipe qui serait content à la fin de l'année si c'était comme ça. Mais mine de rien, c'est pas mal. Je pense que les Longhorns peuvent être, et leurs fans peuvent être assez ravis de la saison. Première saison en SEC, généralement, on sait les transitions, c'est pas souvent assez simple, bien que Oregon ait remporté la Big Ten. Mais voilà, on sait qu'il y a certaines équipes qui ont du mal. Voilà. Moi, je suis plutôt content de la saison si j'étais fan de Texas. Je pense que Texas est revenu d'assez loin ces dernières années. Bon, ils ont fait quand même les playoffs avec Quinn Ewers l'année d'avant encore une fois. Mais voilà, mine de rien, c'est une saison qui est plutôt bonne. T'as pas perdu ta fenêtre, comme on va voir dans l'effectif. Tu as eu beaucoup de jeunes. Donc, tu n'as pas perdu la fenêtre de championnat, un peu comme d'autres équipes auraient pu la perdre, comme Ole Miss. Voilà. Mais tu abordes quand même la saison 2025 en étant un des favoris pour le titre, si ce n'est le grand favori. Quand on regarde les classements de pré-saison, Texas est toujours dans le top 3, voire presque toujours numéro 1. Donc voilà, tu abordes quand même la saison en étant ultra favori, même avec tous les mouvements de ta off-season. Justement, dans les mouvements de la off-season, tu as beaucoup de joueurs qui sont partis à la draft ou qui sont arrivés en fin d'éligibilité, notamment l'offensive tackle Kelvin Banks, qui a fini premier tour chez les Saints, il me semble. Tu as également Matthew Golden, le receveur, qui est parti en premier tour aussi. Andrew Mukuba, qui est parti au deuxième tour aussi, le safety. J.D. Barron, le cornerback, premier tour aussi. En même temps, en plus de ça, tu perds ton quarterback titulaire, Quinn Ewers. Tu perds le running back, Jadon Blue. En même temps, tu as perdu le receveur Isaiah Bond, très fort. Gunnar Helm, que tu perds aussi. Tu perds Cameron Williams, l'offensive tackle. Tu perds Aidan Connor, ton garde. Alfred Collins au niveau du poste de edge. Barin Sorel sur la D-line. Vernon Broughton aussi au poste de defensive tackle. Voilà, tu perds beaucoup de joueurs quand tu es une équipe qui a du succès, de toute façon, comme Texas. Mais ils ont toujours gardé ce corps de joueurs avec un très haut potentiel et surtout de la productivité de l'année dernière. Et ça, c'est ce qu'on va parler après.
Au niveau des arrivées, il y a le recrutement de la classe de Texas, c'est la première classe du pays, selon 247 Sports. Donc, première classe du pays, tu as 5 étoiles, notamment menées par Jonah Williams, le safety, Justus Terry, le D-line. Donc, tu as le numéro 1 safety du pays, le 3e D-line du pays, tu as le 2e receveur du pays avec Kalik Lockett, qui vient du Texas en plus. Et tu as le cornerback Kate Phillips, qui est le 4e cornerback du pays. Toujours pareil, du Texas. Donc maintenant, Texas arrive à très très bien recruter, comme ils l'ont toujours fait, mais là, ils sont vraiment un peu devenus maîtres du Texas. Tu as également un edge 4 étoiles, mais qui est 3e edge du pays, Lance Jackson. Voilà, tu as beaucoup de joueurs qui sont très très forts à leur position, beaucoup de joueurs top 10, tu as 5 étoiles, tu as 18 4 étoiles, tu as une classe de recrutement qui est en béton pour les prochaines années. C'est sûr que ça va faire du bien, en tout cas, à cette équipe de Texas. Et finalement, au niveau du portail des transferts, tu as très peu de recrues dans la classe, donc c'est la 23e classe du pays, mais tu as clairement beaucoup de talent. Quand on regarde la moyenne des recrues, on est sur une grosse moyenne. C'est le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de nombre qui les amène à la 23e classe comparé à des classes qui ont genre 25 joueurs. Mais là, tu te retrouves avec 3 D-line qui sont 4 étoiles, qui viennent du portail des transferts, donc 4 renforts sur une D-line qui allait déjà être performante. Tu as également le tight end Jack Hendries qui vient de Californie, et ça, c'est un nom à garder. Je vais vous le dire, mais regardez-le cette année, le tight end Jack Hendries. Donc, si on récapitule Texas, la off-season, beaucoup de pertes, mais également beaucoup d'arrivées. Tu perds ton quarterback titulaire, tu perds tes 2 receveurs titulaires, même 3 receveurs. Tu perds également ton running back titulaire, 4 joueurs sur la ligne offensive. Voilà, ça fait quand même du monde. En défense, tu perds ton safety titulaire, ton cornerback titulaire et 3 joueurs sur ta D-line. Ça fait beaucoup de pertes, mais également beaucoup d'arrivées dans un effectif qui va être quand même performant. Si on se fait la review de l'effectif de Texas cette année, le quarterback, forcément, ça sera le début de l'ère Arch Manning. Elle vient de commencer. Il y a beaucoup de talent. Il y a eu quelques flashs dans les matchs notamment il avait joué contre University of Louisiana Monroe. Il était rentré dans quelques matchs par-ci par-là sur des situations parce qu'il a de quoi courir. C'est un Manning qui peut courir. Je pense que tout le monde qui écoute la preview, vous êtes au courant que Arch Manning, c'est le neveu des frères Manning, Peyton et Eli Manning, qui est en fait, c'est le fils du 3e frère Manning, qui était receveur à l'époque, qui était un bon receveur avant de se blesser à la nuque. Mais mine de rien, tu as quand même les gènes d'un joueur de football qui sont là. Il a passé ses étés et toute sa vie globalement à être au contact de joueurs NFL, au contact de légendes, mine de rien. Et tu arrives avec très peu d'expérience, mais beaucoup de talent. Mais en fait, ton expérience, tu l'as peut-être pas sur le terrain, mais tu l'as dans ta vie de tous les jours. Et la façon dont il se conduit, je pense qu'il doit regarder du game film tout le temps. En tout cas, ça va être un joueur à regarder. Il est dans le top 10 des prévisions pour le Heisman. Il risque potentiellement de l'être, à voir sa saison, mais il sera pas tout seul. Vous avez l'escouade de running back qui va être très 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 performante. Certes, vous avez perdu Jadon Blue, mais vous avez CJ Baxter qui devrait être titulaire. Il revient de blessure, il n'a pas du tout joué l'année dernière, mais il a fait des très très belles choses en 2023. Vous avez Quintrevon Wesner qui rentre dans sa 3e année. Il a fait 1000 yards l'année dernière, 5 touchdowns, plus 300 yards à la réception. C'est une grosse menace à la réception. C'est 44 réceptions. C'est le 3e meilleur receveur de l'équipe, tout simplement. Donc, Perry Wisner avec Baxter, ça va être déjà assez compliqué à défendre pour les défenses. Et vous avez également Jerick Gibson qui va avoir un rôle à jouer dans ce one-two punch et qui va plutôt être un trio de running back par comité. Ça va être attention aux défenses. Vous avez également sur le poste de receveur le retour de Ryan Wingo, qui sera true sophomore, qui a fait une très très bonne année freshman. 475 yards, notamment 2 touchdowns, 5 portées pour 100 yards à la course quand il est utilisé dans des jets ou avec des motions, etc., où il est un peu un gadget.
Voilà, Ryan Wingo qui sera en deuxième année avec beaucoup, beaucoup de potentiel. Également un autre joueur avec beaucoup de potentiel, c'est DeAndre Moore. DeAndre Moore, il a fait 450 yards, 7 touchdowns pour sa première année dans la rotation, parce qu'il avait joué en tant que freshman, mais plutôt en special team. Là, il joue sur le terrain, il sera junior. Il a marqué 7 touchdowns l'année dernière, donc c'est quand même en red zone et surtout sur le long game, ils seront pas mal. Puis voilà, tu as également le receveur, comme on l'a dit, Kalik Lockett, qui est le deuxième receveur du pays, 5 étoiles. Voilà, ça arrive avec beaucoup de talent à Texas et de la jeunesse. Vous avez également sur Arch Manning, il ne va pas lancer le ballon qu'à des receveurs, il va le lancer aussi à des tight ends, notamment Jack Hendries, qui arrive en transfert de Cal, je l'ai dit, c'est un des très gros noms, probablement un top 5 tight end du pays cette année. C'est une très très grosse prise pour Texas. Moi, je l'avais donné avec à Max Clair de Ohio State le titre de meilleur tight end de la saison. Mais clairement, Jack Hendries, il a le potentiel pour rivaliser sur ce poste-là. Donc, on a beaucoup de force sur les skill players, quarterback, receveur, running back, tight end. À voir sur la O-line, sur cette attaque qui est quand même, je pense, un peu moins d'expérience, surtout quand tu as Arch Manning dessus. Et puis tu as également moins d'expérience sur la ligne offensive. Comme je l'ai dit, tu as perdu Kelvin Banks, tu as perdu trois bons joueurs dessus. Donc tu vas voir quatre nouveaux starters. Il va rester le right guard DJ Campbell qui sera senior. Ça va être intéressant à le voir jouer. En tout cas, pour les profils de draft, c'est sûr que ça va être un joueur à suivre. Finalement, tu as quand même 2 anciens 5 étoiles qui sont censés être au poste clé de tackle, donc ils n'ont pas trop joué les dernières. En même temps, quand tu avais Kelvin Banks, c'est dur de prendre sa place. Mais il y aura 2 anciens 5 étoiles qui sont dans la rotation, qui étaient dans la rotation l'année dernière, qui arriveront cette année. Peut-être qu'ils montreront de très très belles choses. En revanche, c'est pas forcément prouvé. Donc l'attaque, si on devait la résumer, ça serait beaucoup de talent, un peu moins d'expérience. À voir comment ça fonctionne. Si on passe de l'autre côté du ballon avec une attaque qui est pas très expérimentée, là la défense c'est l'inverse. La défense elle a énormément de talent et en plus elle est très expérimentée. Je l'ai noté dans mon document de préparation en full majuscule. J'ai marqué la défense de malade. Est-ce que ça va être une défense de malade mental? Il y a des fous furieux sur la défense, que des noms. Et je fais même pas de name dropping en nommant ces joueurs-là. C'est des gars que vous allez voir au premier tour, deuxième tour, troisième tour, à la draft NFL de l'année suivante ou des années après, puisqu'il y a des joueurs qui étaient true freshman l'année dernière, notamment sur la D-line. Vous avez Colin Simons. Colin Simons, il a fait une saison monstrueuse en étant true freshman l'année dernière. En tant que true freshman à Texas, 9 sacs, 3 force fumbles, une interception, en ajoutant à ça 31 plaquages solo. Tout ça en étant true freshman. Il va arriver en saison true sophomore comme un des meilleurs edge du pays, déjà à son âge. Et de l'autre côté, tu vas avoir Trey Moore qui rentre dans sa dernière année. Lui, en carrière, c'est 27 sacs, 9 passes défendues, 6 force fumbles. C'est un joueur qui vient de UTSA, qui était edge à UTSA jusqu'en 2023. Il a joué un peu à Texas l'année dernière, mais il y avait Alfred Collins de l'autre côté, donc forcément, il était plutôt en rotation. Mais c'est un joueur qui était très productif à UTSA avant son transfert. Il y a une saison à Texas et maintenant, il y a sa dernière année. Attention. Beaucoup de talent et beaucoup de production également. Et là, il y a de la jeunesse, mais également de l'expérience, puisqu'ils ont joué. Ils ont joué quand ils étaient jeunes. Au poste de linebacker, tu as une escouade qui est encore une fois super jeune, mais super talentueuse. C'est l'idée de cette équipe en général. Elle va être composée de joueurs comme Anthony Hill Jr., c'est le numéro 0. Regardez-le sur le terrain. De toute façon, quand tu es numéro 0, tu es Mike linebacker, on te le manque pas. Cette année, il est second team All-American en étant sophomore. Maintenant, il rentre dans sa 3e année en étant junior. Ça va être incroyable. 113 plaquages, dont 59 solos l'année dernière, 8 sacs, 4 force fumbles, une interception en étant Mike. Attention, ça tabasse. Au niveau du poste de linebacker, vous aurez aussi Liona Lefau, qui va être intéressant à regarder, mais ça va être surtout du Anthony Hill Jr. En tant que signal caller également. Et là, sur le poste de DB, attention, vous avez du talent
partout, notamment le safety Michael Taaffe. Michael Taaffe, c'est un des meilleurs safety du pays l'année dernière. Il aurait pu très bien se présenter à la draft, mais il a choisi de revenir à Texas. Et fun fact d'ailleurs, c'est un redshirt, c'est pas un redshirt, pardon. Enfin, si, c'est un redshirt, mais c'est un walk-on. Il est rentré à Texas en tant que walk-on, donc il a redshirt sa première année, et puis ensuite il a progressé jusqu'à l'année dernière être un des meilleurs safety du pays, qui revient également. Donc ça va être super fort. Donc c'est un redshirt senior. Il aurait clairement pu, comme je l'ai dit, se présenter à la draft, mais il a choisi de revenir parce qu'il sentait que Texas avait du potentiel. Et ça veut dire beaucoup de choses quand tu arrives à garder des mecs qui seront des premiers tours, deuxième tour de draft. Vous avez également Malik Muhammad, c'est 8 passes défendues cette année, l'année dernière, pardon. Il entre dans sa saison junior, il pourra faire des très grandes choses en cornerback. Vous avez du cornerback très talentueux, du safety très talentueux, avec un front seven qui va aller mettre la pression sur le quarterback. Je peux vous dire, ça va faire des interceptions dans tous les sens parce que les QB, soit ils seront saqués, soit ils lanceront la balle. Attention, je le prédis dès maintenant que c'est la meilleure défense du pays cette année, Texas. Ohio State, Penn State, ça joue dans les meilleures défenses du pays. Attention à Texas. Pour moi, c'est la défense du pays et l'attaque, mine de rien, la meilleure défense du pays et potentiellement l'une des meilleures attaques cette année avec Steve Sarkisian, qui est le head coach, mais qui fait également du play calling. Et là, vous allez avoir des play calling très créatifs, surtout avec Arch Manning qui peut courir. Attention à Texas. Au niveau du calendrier 2025 pour les Longhorns, je vous le fais assez rapidement, mais en ouverture, ils jouent Ohio State à Ohio State, un A2 chou, à 18h en France ce samedi 30 août. Ça va être superbe. On va se régaler. Top 3 match-up, puisque du coup, Texas sera classé 1, Ohio State classé 3. Dans certains polls, c'était 1 et 2, justement. En ouverture de saison, à 18h, heure française, il n'y a rien de mieux pour aller se régaler. Ça va être assez fabuleux. Je vous fais le calendrier au total. Donc, ouverture de la saison face à Ohio State à l'extérieur. Ensuite, ils reçoivent 3 matchs d'affilée, San Jose State, UTEP, Sam Houston. Ils se déplacent à Florida, qui est actuellement classé 15e en pré-saison. Ils vont recevoir Oklahoma, qui est classé 18e en pré-saison. Finalement, ils se déplacent à Kentucky, à Mississippi State. Ils reçoivent Vanderbilt. Ils se déplacent à Georgia. Et finalement, ils jouent contre Arkansas et Texas A&M à domicile. À part ton très gros test contre Ohio State et ton match contre Georgia à l'extérieur, donc tes 2 plus gros matchs de la saison sont à l'extérieur, Ohio State et Georgia, mais je vais quand même dire que 12-0, c'est l'objectif. Pourquoi je dis que c'est l'objectif ? Parce que tu as une attaque, comme je l'ai dit, très jeune, un peu d'inexpérience, mais très talentueuse également, avec une défense de malade mental. Et cette défense de malade mental, elle va aller harceler les quarterbacks, notamment, par exemple, je pense à Ohio State, quand tu as Julian Sayin qui est très jeune, qui va arriver dans son premier match en college football dans lequel il va starter et qui va se dire « Ah, merde, il y a Anthony Hill, il y a Colin Simons, il y a Tremor, il y a Michael Taaffe, il y a Malik Muhammad. » Dans toutes les lignes, tu regardes la défense, ok, tu identifies quel coverage c'est. Ah, ça marche, c'est de la cover 2, c'est de la cover 3, mais derrière, c'est qui est en face ? C'est des malades mentaux sur le terrain, des fous furieux. Attention, ça va être le très gros test, mais je pense que tu auras l'avantage de l'expérience et du talent en attaque. Donc, je vais pronostiquer une victoire, et après, tu as Georgia qui va forcément être à l'extérieur un peu compliqué, mais je pense que dans Texas, l'objectif, c'est 12-0. À la rigueur, tu finis en 11-1 comme l'année dernière avec soit une défaite contre Georgia, soit contre Ohio State, mais c'est sûr que ça va en playoff et en finale de SEC. En plus, ton calendrier est plutôt facile, à part Ohio State, Georgia et Florida. Quand tu joues à l'extérieur en SEC et que tu dois jouer à Kentucky, à Mississippi State, c'est beaucoup plus facile que d'aller jouer à l'extérieur à Alabama, à LSU, etc. Et donc, moi, je vais prédire Texas en finale nationale. J'avais prédit lors de la preview de Penn State qu'ils allaient être champions Penn State cette année. Et je prédis finale de Texas contre Penn State, et avec un tout petit peu plus d'expérience,
une victoire de Penn State, mais Texas pourra très très bien l'emporter. Je pense qu'il n'y a pas de surprise à se faire. C'est une très très grosse hype en début de saison. Moi, j'ai très très hâte de voir Texas cette année. Ça va jouer des gros matchs contre notamment Florida, Ohio State, Georgia, Texas A&M même. On va regarder ça de très près. Puis je vous souhaite une bonne saison. La Week 0 a déjà eu lieu. On arrive à la Week 1 avec des très très gros match-up, notamment Texas qui en fait partie. On va se régaler les amis et on se dit à la prochaine. Bye bye.